Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Bernard. Comment tu vas, Simon? Très bien, merci. Et toi? Très très bien. Très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter de plein de sujets, du plastique notamment, via Plastic Odyssée, et parler aussi de toi, de comprendre comment est-ce que tu es arrivé à fonder Plastic Odyssée et toute cette expédition exceptionnelle. Mais démarrer bien sûr par une présentation, comprendre d'où tu viens et du coup, qui es-tu, Simon? Donc, je m'appelle Simon Bernard, j'ai 31 ans et j'ai grandi à Concarneau, en Bretagne. Et à l'origine, je suis officier de marine marchande. Donc, j'ai fait l'école de la marine marchande à Marseille et au Havre. J'ai navigué à peu près 1 an, 2 ans sur des navires de commerce. La plupart du temps, je faisais les traversées Saint-Malo-Portsmouth sur des ferries de Brittany Ferries. Et en parallèle de ça, je me suis intéressé, j'ai commencé à monter des projets et donc j'ai découvert ce qu'était l'entrepreneuriat grâce d'abord à des projets un peu étudiants, le 4L Trophy. On avait en parallèle de ça tout un projet où on recyclait des savons des hôtels, les petites savonnettes qu'on n'utilise qu'une fois. On les récupérait dans notre 4L, on faisait la tournée des hôtels à Marseille et puis on les recyclait dans les sous-sols de l'école avec une râpe à carottes et un micro-ondes. Et on arrivait à refaire fondre des savons et les couler dans des tubes, les faire sécher, les découper, les faire sécher et les emmener au Maroc derrière pour faire des actions dans les écoles. Ça a été un peu le point de départ de ma passion maintenant pour l'entrepreneuriat et monter des projets de A à Z. Ok. Tu parlais de tes études, de l'envie et la volonté de faire un entrepreneuriat peut-être par la suite. Comment est-ce que tu arrives à, in fine, lancer Plastic Odyssey? C'est quoi le cheminement pour arriver à se focaliser sur le plastique? D'où ça vient cette envie-là? En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours aimé inventer, réfléchir à des solutions, à des problèmes, bricoler. Et donc ça, je dirais que c'est un truc qui m'a suivi depuis que je suis tout petit. J'ai encore des plans là dans ma chambre d'enfant de baignoires à recycler l'eau, de machines pour économiser de l'énergie. Donc j'ai toujours été passionné par ça. Pas forcément parce que l'écologie c'était un truc à la mode, hein, parce que quand j'étais jeune, c'était pas forcément ce qu'on nous apprenait à l'école, mais juste je voyais ça un peu comme un défi et je pense que c'est parce que j'ai grandi dans la nature. J'ai grandi, on avait un grand jardin pas très loin de la mer, donc j'ai toujours été soit dans la forêt, soit sur l'eau ou dans l'eau et donc j'ai vraiment eu ce truc de résoudre des problèmes et surtout liés à l'environnement. Donc ça a été on va dire le point de départ. Il n'y a pas eu de déclic vraiment. Mais pendant mes études, finalement, j'ai commencé à monter des projets qui étaient tous en lien avec l'environnement, donc recycler des savons d'hôtel. Après, j'ai monté un concours, enfin une équipe pour participer à un concours étudiant pour inventer les bateaux du futur. Donc, travailler sur des bateaux qui consomment le moins d'énergie possible, en travaillant sur les coques des bateaux, le design des bateaux pour que ça consomme le moins d'énergie possible. Et vraiment, ce qui a finalement, ce qui m'a donné envie de lancer Plastic Odyssey, c'est mon expérience avec Corentin de Châtel-Perron, qui a monté un projet qui s'appelait Nomade des mers et puis maintenant Low-Tech Lab. Et j'ai participé pendant 1 an avant le départ du bateau comme bénévole, où je travaillais sur un désalinisateur, qui est un système qui permet de transformer l'eau de mer en eau douce à un système low-tech, donc qui utilise peu de ressources, facile à construire, à réparer. Et j'ai embarqué sur ce bateau en avril 2016. Ok. Je suis parti au Maroc avec mon désalinisateur dans mes valises. Ça a été un peu compliqué pour passer la douane à l'aéroport. Mais je suis arrivé à Agadir sur le Nomade des mers qui commençait son expédition. Il commençait à y avoir déjà des salades qui poussaient dans le bateau. C'était une sorte de bateau laboratoire avec un poulailler à l'arrière, des cultures de spiruline, des pleurotes qui poussaient dans la coque bâbord. Bref, et du coup, je suis venu avec mon désalinisateur et j'ai passé 2 semaines à bord pour faire des tests, pour l'installer et puis pour tester la vie low-tech. Et c'est à la suite de cette expérience, on a fait Maroc-Sénégal. Mm. C'est en arrivant au Sénégal que je me suis dit, bon, il y a énormément de plastique.
est-ce qu'on pourrait pas avoir cette même approche de développer des low-tech, mais basées vraiment spécifiquement sur le recyclage du plastique pour permettre à des entrepreneurs, à des gens de recycler eux-mêmes leur plastique avec des systèmes assez simples. Ok. Et donc si tu pitches, on va dire Plastic Odyssey, donc de ce moment-là où tu te rends compte de, disons, de l'impact du plastique et peut-être de l'opportunité qu'il y a d'aller créer ces low-tech là pour justement utiliser le plastique présent un peu partout. Comment est-ce que tu arrives ensuite à la création de Plastic Odyssey et du coup de Nomades des mers à Plastic Odyssey par la suite? À la base, le projet, c'était vraiment de faire à peu près la même chose que Nomades des mers, d'avoir un voilier, d'embarquer quelques systèmes et d'aller les promouvoir autour du monde. Et puis petit à petit, ça a évolué et on s'est rendu compte que donc, il y a toute une équipe qui s'est construite autour de ce projet et on a commencé à travailler sur ces technologies-là et à se rendre compte qu'il fallait quand même que ça soit des systèmes assez importants, semi-industriels, si on voulait avoir de l'impact. Donc il fallait un bateau assez gros pour pouvoir embarquer toutes ces technologies et en faire un vrai laboratoire fonctionnel qui pourra recycler du plastique et former des entrepreneurs. Et donc on est passé de l'idée d'avoir, au début, je voulais récupérer l'Alcyone, qui est un ancien bateau de Cousteau, Okay. qui pourrissait dans le port de Concarneau pendant longtemps. Et je m'étais dit, c'est un bateau à turbovoile, on pourrait le récupérer. Finalement, il nous a fallu un bateau plutôt de travail, un bateau de recherche qui était capable d'embarquer, on a quasiment 15 tonnes de machines Okay. et 200 mètres carrés d'atelier. Donc en fait, on avait besoin d'une zone assez grande et d'un vrai bateau de travail. Et c'est comme ça qu'on en est venu à faire on va dire, à aménager un peu l'idée et le projet pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ok. Donc l'objectif c'est quoi du coup de Plastic Odyssey? Si tu dois le décrire plus concrètement, c'est du coup de voyager autour du monde et d'aller rencontrer les personnes qui souhaitent agir sur ces sujets de plastique. Alors, on va dire que le bateau, c'est une composante du projet qui nous permet d'arriver à notre objectif, qui est de créer des entreprises sociales de recyclage dans les pays qui n'ont pas accès à ces systèmes-là et qui croulent sous les déchets. Donc vraiment, aller former des entrepreneurs, monter des usines, des micro-usines, pour transformer les déchets plastiques dans les villes, sur les côtes, pas du plastique qui vient de la mer, vraiment du plastique qui est produit avant qu'il arrive dans l'océan, et permettre à des gens de vivre de la collecte, du recyclage du plastique et de transformer ces déchets pour en faire des produits qui sont utiles, des matériaux de construction, des tubes pour les canalisations, de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment la finalité. Nous, on aura réussi si on a un grand nombre de petites entreprises, de petites initiatives en Afrique et en Asie, et en Amérique du Sud un peu aussi, qui recyclent du plastique. Ça, c'est notre objectif. Et le bateau, finalement, c'est une composante qui nous permet de catalyser l'action, de passer à l'échelle, de faire beaucoup de bruit et donc d'avoir un maximum de gens qui s'emparent de ces idées et qui les répliquent. Et finalement, le bateau nous sert pas du tout à recycler du plastique. Il nous sert à faire connaître, donc à communiquer, faire beaucoup de bruit, mais aussi à former des entrepreneurs, puisque l'objectif, c'est de former entre 200 et 300 entrepreneurs sur les 3 ans de mission. Donc à chaque escale, on s'arrête 3 semaines. On incube, on sélectionne 10 entrepreneurs qui viennent à bord pendant 3 semaines et qu'on va former sur les machines, former à la gestion d'une entreprise, à l'entrepreneuriat et surtout les connecter avec tout un réseau de personnes qui sont présentes localement, des investisseurs, des clients potentiels pour eux, des incubateurs qui pourront les aider, les suivre, les connecter pour qu'ils aient toutes les chances derrière de réussir. C'est ça l'objectif de ce bateau et de cette expédition. Donc en fait, si je résume bien, donc c'est donc le bateau qui va se déplacer du coup de pays en pays, aller rencontrer des entrepreneurs. Vous les incubez, on va dire, sur le bateau pendant 3 semaines pour leur montrer comment marche la micro-usine, essayer de comprendre du coup comment ça peut se dupliquer directement dans leur pays, ou eux de leur côté arrivent avec des idées. Comment ça se passe cette partie-là? J'imagine qu'en plus, en fonction des pays, les idées seront aussi différentes. Est-ce que vous formez sur différents concepts? Comment ça se passe sur ça? On essaye de donner des bases, d'être assez généraliste, mais en donnant des exemples concrets qui fonctionnent. On a aujourd'hui 3 à 4 exemples 3 à 4 modèles économiques qui sont connus,
qu'on a documenté, qu'on maîtrise. Et donc, on part de ça. Ça, c'est la base, c'est le plus simple, c'est de dire voilà ce qui existe, voilà ce qui marche. Aujourd'hui, on peut facilement faire des tuiles ou des pavés pour les sols. On peut faire du tube pour les canalisations d'eau usée. Ou on peut faire de la planche pour du mobilier, des palettes de transport. Donc ça, c'est trois types de produits simples. Et quatrième, on va dire, c'est l'énergie, donc transformée en carburant, les plastiques qui sont pas recyclables. On part de ça. Et l'objectif, ça va être d'augmenter ce catalogue de solutions et de pouvoir trouver des objets, des produits qui font sens, qui répondent à des besoins locaux et donc qui répondent aussi à des marchés pour créer d'autres opportunités de recycler ce plastique. Et donc, quand vous préparez par exemple une expédition dans un pays, tu disais donc 3 semaines où vous allez incuber des entrepreneurs sociaux qui souhaitent du coup passer à l'échelle, passer à aller travailler sur ces thématiques-là via, en tout cas la base sur ces 4 business models pour ensuite peut-être potentiellement l'adapter localement. Qu'est-ce que vous préparez en amont pour adapter votre périple en fonction des différents pays? Alors déjà, on a sélectionné les pays dans lesquels on voulait aller. Et pour ça, on a pris la liste des pays qui avaient les moins bonnes gestions des déchets, donc qui souffraient le plus de la pollution. Et on a priorisé sur ces pays-là, ces 30 pays-là, en évitant les zones de piraterie, parce que ça c'était quand même un enjeu. Forcément, dans les pays, c'est que des pays à bas et moyens revenus. On passe dans beaucoup de zones de piraterie, donc on les évite, parce que malheureusement, c'est quand même compliqué de naviguer dans certaines zones. Et donc ça, c'est la base. Et après, pour préparer l'escale, on a une équipe qui se rend sur place en amont, qui prépare l'escale en amont. Donc dans l'idée, on va avoir une personne qui est une sorte d'éclaireur, qui va vivre dans le pays un mois et passer de pays en pays avant que le bateau arrive. Pour contacter les autorités locales, la presse, ça c'est une chose, on va vraiment faire du bruit et faire parler du projet, mais surtout aller sélectionner ces entrepreneurs qu'on va incuber. Et ça, on commence déjà à le faire parce qu'on commence déjà à avoir une aura médiatique importante en Afrique notamment. Et on a commencé un programme de formation en ligne. Donc on fait des appels à projets et on fait appel à des entrepreneurs qui ont besoin de formation parce qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat du recyclage. Et on a été assez surpris parce qu'on a vraiment fait cette formation en test, un bêta-test pour essayer de voir un peu quel était le besoin. Et en une semaine, on a eu plus de 100 candidatures juste sur l'Afrique francophone. On en a sélectionné 50 qui ont suivi là une formation donc en ligne, des webinars qu'on a fait. Et on reçoit toujours des messages de gens qui n'ont pas pu participer au programme, qui nous disent « j'ai vraiment besoin de cette formation ». Donc là, on se dit il y a un besoin énorme, il faut qu'on crée cette communauté en ligne et qu'on donne accès à tout le contenu de formation qu'on produit. Et ça, donc parmi cette communauté, on va pouvoir en sélectionner certains qui vont aller au-delà en allant être incubés sur le bateau quand le bateau sera à l'escale dans le pays. Ok, donc là vous avez du coup lancé cette la Recycling Academy, hein, c'est ça si je me trompe pas. Donc l'objectif c'était quoi? C'était est-ce que vous aviez déjà cette idée à la base du coup d'aller créer des formations en ligne basées sur les activités de recyclage, etc. Ou est-ce que c'est venu après, vu que l'expédition avait été un peu retardée au vu des actualités récentes, Covid, etc. Comment ça s'est passé ce cheminement? C'est surtout, je dirais, pour répondre aux besoins, répondre aux demandes qu'on avait. Parce qu'on a commencé à être contacté quasiment toutes les semaines par des gens qui nous écrivaient, qui venaient de beaucoup d'Afrique francophone, parce que c'est vrai qu'on a communiqué en français, et qui nous disaient comment est-ce qu'on peut faire? On a envie de lancer une initiative. Est-ce que vous pouvez nous aider, nous donner des conseils? Donc, au début, on faisait du cas par cas. On prenait du temps avec, on les appelait, on essayait de comprendre ce qu'ils faisaient, on essayait de leur donner des clés. Et après, on s'est dit, en fait, il faut qu'on fasse une formation et qu'on crée une communauté qui va pouvoir s'entraider aussi, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins avancés. Donc, de vraiment pouvoir créer une sorte de communauté du recyclage dans les pays du Sud. Qui va pouvoir s'entraider et avoir accès à du contenu qui va s'enrichir tout au long de l'expédition et des échanges qu'on va avoir. Sur le plastique plus globalement, donc je reviens juste à la base, avant de parler aussi du bateau, parce que ça m'intéresse comprendre ce qu'est une micro-usine et la façon dont ça se caractérise.
Sur le plastique en tant que tel, donc tu disais que au préalable, tu étais allé au Sénégal avec Nomade des Mers, que tu avais aussi vu du coup cette difficulté liée au plastique, également que vous aviez choisi les pays par rapport à la quantité de déchets et au fait que les pays soient peu développés sur ces sujets de récolte et de recyclage. Qu'est-ce que tu as appris sur les différentes années sur lesquelles tu as travaillé sur ce projet-là en amont, maintenant ça va se concrétiser plus concrètement sur ces sujets de plastique, sur ce qui cloche, on va dire, dans ces pays-là et dans comment on peut faire pour améliorer tout ça. Déjà, une grande chose qu'on a appris et qui est pas assez connue, c'est que le plastique ne flotte pas et qu'on peut pas nettoyer l'océan. Ça, c'est la première chose. Donc, on s'est dit, bon, on va pas essayer d'aller traîner des filets, on va vraiment essayer d'agir avant qu'il soit trop tard, avant que le plastique arrive dans l'eau, parce qu'une fois qu'il arrive dans l'eau, il n'est pas possible à ramasser, très difficile. Et si on arrive à le ramasser, il est mouillé, il est salé, et donc c'est très dur d'en faire quelque chose derrière. Donc ça, c'était la premier apprentissage qui est hyper important, c'est la base de savoir où est-ce qu'on doit mettre notre énergie. On doit la mettre à arrêter ces 20 tonnes de plastique qui arrivent toutes les minutes. Et donc après, comment faire? Eh ben, on s'est basé sur des articles scientifiques. On s'est dit, il faut se baser sur la science, pas sur des articles qu'on peut voir dans la presse. Il faut se baser sur les faits scientifiques. Et là, les faits scientifiques, ils disent deux choses. Ils disent, il faut réduire la consommation, en particulier dans les pays qui consomment beaucoup, donc les pays riches. Et il faut améliorer la gestion des déchets, donc le recyclage, la collecte, le recyclage, dans les pays pauvres, puisque c'est là où on a le moins de gestion des déchets. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a dans ces pays une démographie qui explose, donc les gens consomment de plus en plus et consomment des produits en plastique qui viennent aussi des multinationales qui sont produits aussi en Europe et ailleurs. Hein. Et donc il y a cet enjeu de réduction qui est fort et cet enjeu de mettre en place des filières de collecte et de recyclage qui aujourd'hui n'existent pas. Tout simplement parce que les villes grossissent, mais les infrastructures sont pas là. Ça met du temps à mettre en place une infrastructure. Il faut des subventions, il faut financer tout ça, il faut financer la collecte de camions. Donc tout ça, c'est pas en place dans beaucoup de pays. Et nous, l'approche qu'on a, c'est de se dire, au lieu d'essayer de créer des grosses usines et de la collecte à l'échelle d'une ville, on va essayer au contraire de faire du circuit court de la collecte et du recyclage et de créer plein de petites usines qui, dans un rayon de quelques kilomètres, va pouvoir traiter les déchets et produire des objets qui vont être utiles sur place. Pareil, revendus directement sur place. Donc ça, c'est la stratégie, en se disant que ça peut être complémentaire de grosses usines qu'il peut y avoir dans les très grosses villes, mais qu'au moins on peut réussir à traiter des petits gisements qui intéressent personne aujourd'hui, parce que les grands, on va dire, du recyclage et de la collecte s'intéressent à des gros gisements, c'est plus rentable. Tu parlais du coup de micro-usine pour comprendre exactement ce que c'est. Donc tu disais que vous aviez, on va dire incubé, mais du coup vous aviez une micro-usine sur votre bateau. À quoi ça ressemble exactement? Bon, bien sûr, on est dans un podcast, donc il faut faire marcher l'imagination. Mais à quoi ça ressemble concrètement? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà ça un peu partout déjà sur ces micro-usines? À quel point c'est compliqué de les mettre en place et comprendre un peu toutes ces thématiques-là. Alors, à quoi ça ressemble? Nous, on va essayer de faire ça dans des containers maritimes, des containers 20 pieds. Donc, il faut s'imaginer un container dans lequel on va avoir 3 à 4 machines. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, on va avoir des machines différentes. Donc, ces machines, c'est quoi? C'est un broyeur. On commence toujours par là. On a des déchets qui arrivent, qui sont des emballages, qui sont des bidons, des bassines. On les broie. On peut avoir une option aussi, quand c'est du plastique souple, des films plastiques, des sacs plastiques, d'avoir un autre système qui a une sorte d'agglomérateur qui transforme ces sacs pour en faire des morceaux durs. Densifiés, on appelle ça densifié. Et une fois qu'on a ces morceaux de plastique à taille réduite, là derrière, on va les faire fondre. C'est la base de la transformation, c'est de faire fondre ce plastique-là. Donc il y a plusieurs options, mais en général, on utilise des extrudeuses qui sont des machines avec des colliers chauffants et des vis sans fin qui malaxent ces morceaux de plastique pour en faire une pâte qui est malléable. Et cette pâte-là, on va derrière la mettre dans des moules
soit sous presse directement, donc des presses hydrauliques qui viennent compresser cette pâte dans des moules pour faire des objets comme des tuiles ou des pavés, soit on va l'extruder, l'injecter directement dans des moules en long pour faire des planches, pour faire des tubes. Et donc ça permet d'avoir un peu en continu une production de tubes ou de planches. Et donc tout ça, l'idée c'est d'avoir des containers qui sont déjà équipés, déjà électrifiés, soit avec des panneaux solaires, soit avec un groupe électrogène, et d'avoir tout le matériel de sécurité, donc une hotte pour aspirer les fumées, même s'il n'y en a pas beaucoup, pour être sûr de ne pas s'intoxiquer, et donc derrière avoir aussi le matériel des EPI, donc une armoire avec des bleus de travail, des lunettes de protection, casques, etc. pour être sûr que ces usines elles vont être utilisées dans des bonnes conditions et qu'elles sont vraiment prêtes à être utilisées. Ça, c'est ce qu'on cherche à faire. On a envie aussi de partager en open source les plans des machines, mais en fait, on se rend compte que c'est quand même des systèmes qui demandent des compétences, qui demandent du matériel pour les construire. Et donc, en général, on n'a pas beaucoup de gens qui nous demandent des plans, on a des gens qui nous demandent des machines. Okay. Des gens qui nous disent où est-ce que j'achète une machine, comment est-ce que je en fournis une, et qui ont envie d'exploiter, donc d'utiliser ces machines, pas forcément de les construire. Du coup, ouais, tu parles sur les machines, donc broyeurs, etc. C'est quoi la barrière à l'entrée en termes de coût? Parce que quand j'imagine du coup un container avec 3-4 machines pour ensuite le mettre dans les pays en voie de développement, pauvres en voie de développement, j'imagine que la barrière c'est aussi le coût. Comment ça se déroule ça? Tu disais aussi que tu avais la partie open source donc qui était pour l'instant mis de côté. Est-ce que ces machines-là sont spécifiques, moins chères? Comment ça se passe? C'est ça, c'est le grand challenge, c'est d'arriver à faire des machines les moins chères possibles et les plus réparables aussi sur place. Et donc pour l'instant, notre objectif, c'est d'arriver à un prix de 50 000 euros. Le challenge, c'est qu'aujourd'hui, personne, c'était ça ta question aussi, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas déjà, c'est que c'est très difficile de trouver des fournisseurs, des constructeurs de machines. On en trouve, mais il faut quand même beaucoup bricoler derrière. Et il y a très peu de garanties. Donc on ne sait pas qui construit, est-ce que ça va vraiment arriver, quels métaux sont utilisés, est-ce que ça va durer dans le temps. Donc c'est super difficile en fait de se fournir, d'avoir les bons outils avec des prix corrects. On s'est retrouvé avec des entrepreneurs en Côte d'Ivoire qui me disaient, moi j'ai un constructeur là qui peut me fournir c'était un truc très basique, une sorte de mélangeur pour faire fondre le plastique, donc vraiment artisanal en plus. Il en avait pour 30 000 euros. Et en fait, le constructeur disait, oui, en fait, je suis tout seul à faire ça. Donc, il faisait un peu ses prix, mais c'était juste un tas de ferraille qu'il vendait très cher. Et donc ça, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essaient de profiter de ça et de vendre un peu tout et n'importe quoi. Donc, il y a un enjeu d'accès aux machines. Et après, forcément, il y a un enjeu d'accès au financement. Et ça, on va pas nous-mêmes financer parce qu'on n'est pas une banque. Mais par contre, on a des partenaires qui font du microcrédit ou du crédit plastique et donc qui permettent de financer ces unités-là et ces unités qui vont être remboursées, c'est pas du don. On veut pas faire de don parce que en général ça marche pas. Quand on donne quelque chose, ça n'a pas de valeur et donc c'est laissé à l'abandon. Il n'y a pas de maintenance et donc on veut vraiment travailler avec des entrepreneurs qui ont une logique de gestion d'entreprise et qui vont pouvoir gagner leur vie, rembourser les machines et avoir un modèle qui dure dans le temps. Tu parlais de crédit plastique, c'est quoi exactement? Le crédit plastique, le principe, c'est comme du microcrédit. Donc, c'est comme un prêt qu'on va pas rembourser en cash. On va pas le rembourser en argent. On va le rembourser en quantité de plastique qu'on a à recycler. Donc, en fait, la seule chose qu'on demande avec le crédit plastique, c'est d'avoir une traçabilité, une certitude que X tonnes de plastique ont été recyclées. On fixe un prix à la tonne. Et ces crédits-là sont vendus à des entreprises qui veulent avoir une action, un impact, soit pour compenser, soit pour vraiment avoir un impact direct. Et donc ça, c'est un peu comme le crédit carbone, mais beaucoup moins virtuel que ça, puisque concrètement, là, on a en face un projet avec un entrepreneur ou une entrepreneuse qui certifie. Donc ça, on se pose pas mal de questions sur comment est-ce qu'on peut être sûr de la quantité de plastique, et il y a des moyens assez simples avec des horodateurs typiquement sur les machines pour savoir combien de temps elle a tourné et recouper les informations avec les quantités, le chiffre d'affaires,
des quantités qui sont pesées aussi de plastique collecté, et donc de pouvoir recouper ces infos pour avoir la certitude du volume traité. Ok, donc crédit plastique plus microcrédit pour permettre du coup à ces différents entrepreneurs sociaux de se développer dans les pays que vous aurez que vous avez choisis. L'autre partie donc j'imagine que les entrepreneurs qui sont incubés du coup 3 semaines sont formés sur la mise en place, on va dire, de ces micro-usines via, j'imagine, l'utilisation aussi de ces outils. À quel point c'est accessible à tous cette partie-là, l'entrée dans ça a l'air assez complexe en vrai quand on est novice sur le sujet. À quel point ça l'est? À quel point c'est difficile de se lancer dans le recyclage, tu veux dire? Ouais. Et justement, si on souhaite lancer une micro-usine, les personnes qui nous écoutent aux quatre coins du monde, comment ça se passe sur cette partie-là? Est-ce quel point c'est accessible de se lancer dans ça? C'est tout l'enjeu d'arriver à le rendre le plus accessible possible avec du contenu de formation et finalement d'avoir du contenu accessible à tous les niveaux d'avancement. Donc qu'on soit vraiment débutant et qu'on ait juste l'envie de faire quelque chose, à quelqu'un qui connaît un peu plus le sujet, qui a déjà commencé même à recycler, il y en a pas mal, hein, de manière artisanale. Là, on a le cas justement de Mariam en Guinée qu'on accompagne, qui elle a 15 salariés quand même et qui donc collecte du plastique et le transforme, mais juste elle a pas les machines pour le faire de manière professionnelle. Elle fait fondre ça dans une marmite, donc c'est pas terrible. Mais par contre, elle a déjà des réseaux de collecte, elle a déjà des clients à qui elle vend et donc elle est déjà avancée. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est avoir du contenu de formation et pouvoir accompagner chaque personne en fonction de son niveau d'avancement. Sur donc il y a la formation du coup pendant via la Recycling Academy, mais également du coup sur le bateau, sur ces micro-usines, comment les mettre en place, etc. L'autre penchant, c'est ce que tu disais aussi auparavant, la difficulté et le manque de, de d'aide sur la collecte du plastique dans les pays localement. Euh, vous formez aussi sur ces parties-là? Alors la collecte, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, nous, on se concentre surtout sur la transformation en se disant que si on arrive à donner un prix aux déchets parce qu'on en fait quelque chose qui se vend derrière, le plastique est collecté. Après, le sujet, c'est d'arriver à être sûr que ce plastique il est collecté dans de bonnes conditions. Donc de mettre en place des, euh, des labels ou des critères qui nous permettent d'être sûr que c'est pas fait n'importe comment et que le plastique il a bien été ramassé dans l'environnement, etc. Donc ça c'est un challenge, mais il y a pas mal de choses qui existent déjà, qui se concentrent justement sur la collecte et qui permettent de faciliter ça. Mais c'est vrai que nous, dans un premier temps, on essaye de résoudre ce problème qui est aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui collectent, mais ils n'arrivent pas forcément à revendre le plastique derrière parce que personne n'en veut. Et on a rencontré des collecteurs en Guinée qui nous disaient, nous, on veut pas changer de boulot, en fait, on veut juste qu'on nous achète le plastique. Et aujourd'hui, à part quelques bouteilles qui se revendent assez bien, les bouteilles d'eau, le reste, personne n'en veut parce que ça n'a pas de valeur, on ne sait pas quoi en faire. Et quand vous avez choisi vos pays, donc tu disais par rapport aux pays qui sont peu développés sur ces sujets-là, euh, j'imagine du coup uniquement des pays avec des grosses villes côtières, c'est ça? C'est Uniquement ça. ça, on se concentre surtout sur des pays côtiers puisque c'est la source de la pollution. C'est des pays qui sont au bord de la mer. Il y a quelques pays dans les terres avec des rivières, hein. Par exemple, Ouganda, on réfléchit à un projet au Ouganda qui est la source du Nil. Hein, ça fait loin, mais Ouais, non, c'est effectivement, vrai. ça quand même, ça charrie des déchets jusqu'en Méditerranée, alors que c'est en Afrique centrale. Donc Ouais. c'est assez marrant de voir que finalement c'est un problème qui touche tout le monde et il n'y a pas de frontières, donc il faut pouvoir. La priorité, c'est ces pays côtiers puisqu'on y va avec le bateau aussi. On remonte le problème à la source, mais on va ouvrir bien sûr aux autres pays derrière parce que le problème est partout. Donc d'où l'objectif aussi, j'imagine, de booster, comme tu disais, la communauté, le fait d'aller aussi permettre à des entrepreneurs qui ne vivent pas sur les côtes de se permettre de pouvoir être formés sur ces sujets-là. Euh, je voulais revenir juste sur l'expédition concrètement. Donc elle fait, comme tu dis,
qui a bien été médiatisé, et tant mieux, hein, c'est important d'avoir cette médiatisation pour permettre à des entrepreneurs de vous contacter, comme ça a été le cas déjà auparavant, malgré le fait que l'expédition n'a pas encore démarré concrètement. Je me suis toujours posé la question de quand on veut lancer ce type de sujet-là, de gros projets qui paraissent qui est exceptionnel, hein, des projets comme tu as pu le faire. Comment est-ce qu'on peut être sûr que les partenaires qu'on choisit sont pas là juste pour poser une étiquette j'ai sponsorisé Plastic Odyssey et c'est bon, là je suis paré pour mon année, je vais pouvoir communiquer dessus et tout va bien. C'est vrai que c'est un défi et aucune entreprise aujourd'hui qui fonctionne bien ne peut dire j'ai rien à me reprocher. Il y a toutes les entreprises ont des axes d'amélioration plus ou moins, et c'est ça le challenge, c'est d'arriver à être en phase. Déjà nous la priorité c'est de pas avoir d'entreprise qui essaye d'influencer ce qu'on fait, de dire non en fait travaillez pas sur la réduction du plastique parce qu'on veut que ça continue. Donc nous on est ça sur le message, la vision et ce qu'on fait. À aucun moment nos partenaires nous ont dit il faut faire différemment parce qu'on vous finance. C'est pas des investisseurs, donc c'est des sponsors vraiment. Ils n'ont pas forcément bien sûr on leur demande leurs conseils parce que on a souvent la chance d'avoir du temps de grands patrons et donc d'avoir des retours d'expérience et des conseils. Mais à aucun moment le projet est modifié ou influencé. Ça c'est important. Et après pour l'image, on essaie de sélectionner des entreprises qui ont les mêmes valeurs, qui partagent ce qu'on fait et après le challenge c'est vraiment de les pousser à faire mieux. Parce que c'est des entreprises qui sont souvent très grosses, donc c'est long, c'est des process qui sont longs, donc c'est ça le challenge, hein, mais ça va jamais assez vite hein, pour nous comme pour eux, hein, souvent. Hein. Donc après, on se dit que un projet comme le nôtre, des entreprises qui ont juste envie de communiquer, il y a quand même d'autres manières beaucoup plus performantes de le faire que de mettre un logo sur mon t-shirt. C'est sûr que dans ces cas-là, il vaut mieux, pour la visibilité pure, il vaut mieux mettre un spot à la télé ou sur un maillot de foot. Mais c'est pas forcément ce qui intéresse les entreprises quand elles viennent. C'est vraiment plus la vision. Et d'ailleurs, elles nous disent souvent, tous nos sponsors nous disent, OK, le bateau, c'est bien. Ça va permettre de faire connaître le projet et les solutions. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir concrètement le plastique être recyclé. Et on est vraiment challengé et poussé par nos sponsors là-dessus, quoi. Ça, d'un côté, c'est dur parce que on donne tout et parfois ils nous disent que ça va pas assez vite. Il faut aller plus vite sur le terrain, il faut aller recycler du plastique. Mais de l'autre côté, c'est bien parce que ça va dans le bon sens. Et on a même des partenaires qui en échange de leur soutien, ne demandent pas de communication du tout. Okay. Demandent uniquement les résultats de l'impact. Donc, en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de contreparties en communication. Les contreparties qu'on donne, c'est vraiment la vision et l'engagement qu'on a sur le terrain, quoi. Tu parlais donc bien entendu du bateau qui va se déplacer de pays en pays. Je sais aussi que vous avez, j'ai fait mes recherches comme tu peux l'imaginer, fait également une tournée, on va dire, en France, avec via un village, donc le Plastic Odyssey Village. Qu'est-ce que vous avez mis en avant pendant ce village-là, de cette tournée, et comment est-ce que les personnes ont réagi localement à ce que vous proposiez? Alors ça, c'est le deuxième volet de Plastic Odyssey. Donc on a la partie recyclage, transformation du plastique qui a déjà été produit et qui est là sur place. Le deuxième volet, c'est la réduction. Donc finalement, ce village fait partie des actions qu'on mène pour sensibiliser les gens à la réduction. Il est essentiellement tourné sur les alternatives, comment est-ce qu'on se passe du plastique. Et en parallèle de ça, donc ça c'est vraiment une sorte d'exposition grand public qui va se déplacer avec le bateau. On a un programme pédagogique pour les enfants et on a un programme de recherche en sciences sociales où on va pas aller donner des leçons, on va plutôt essayer de comprendre
quelles sont les cultures, quels sont les usages, les différents usages du plastique qu'on retrouve autour du monde. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu en France aussi, en collectant des témoignages sur Tour de France, qui était un peu un tour d'essai, de test, où on a une sorte de vidéomaton, où on collectait des témoignages de passants pour comprendre comment est-ce qu'ils utilisent du plastique, comment on pourrait faire différemment. Et puis après, c'est vraiment une exposition. Et on s'est rendu compte, en France, on s'est rendu compte que les gens sont très tournés vers le tri. Donc, c'est le message qui est un peu martelé et qui reste. C'est ah oui, il faut trier. Une fois que j'ai trié, j'ai fait mon boulot. Et nous, on avait envie d'aller un peu au-delà en expliquant que le recyclage, c'est pas non plus un coup de baguette magique et qu'il faut aller au-delà. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, il faut aussi réduire, en particulier, l'usage de plastique inutile, plastique à usage unique, plastique qui est pas nécessaire. Et il faut réussir à s'en passer. Et ça, c'est un challenge parce que ça fait appel ça fait pas appel à de la technique, à de la technologie, ça fait appel à l'humain, au comportement humain. Et donc ça, c'est beaucoup plus difficile de résoudre un problème humain qu'un problème technique. Et du coup, les recommandations que vous avez, tu disais que vous donniez aussi des conseils de comment c'était de se passer du plastique, etc. Qu'est-ce que vous recommandiez concrètement? Alors, on a une sorte de marché des solutions. Donc on aime bien montrer l'exemple. On donne pas de leçons, on fait pas de plaidoyer, on pointe pas du doigt les problèmes ou les gens qui sont à l'origine de ces problèmes. On montre les solutions. Ça, c'est vraiment l'axe qu'on a choisi. Donc sur la réduction du plastique, on montre des alternatives, on montre des matériaux, des usages alternatifs qui peuvent inspirer des gens à faire pareil. Et le bateau va être aussi un exemple puisqu'on va vivre à bord sans plastique. Donc tout l'équipage, les 20 personnes vont vraiment tester ce mode de vie-là en essayant d'avoir des innovations à bord. On a un système, un partenaire qui s'appelle Innovaya, qui travaille sur un système de potabilisation de l'eau pour éviter les bouteilles plastiques, avoir de l'eau potable, ce qui est le cas chez nous, on a de la chance, mais pas partout. Et on va essayer d'embarquer comme ça et d'utiliser plein de systèmes qui permettent de réduire l'usage du plastique. Et concrètement, si tu avais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, en France par exemple, quels sont les conseils que tu donnerais pour limiter cette consommation excessive de plastique qu'on peut avoir? Alors c'est vrai que ces conseils-là, on les connaît tous plus ou moins, mais ça commence souvent par la gourde parce que c'est le plus simple. On voit de plus en plus de gens qui en ont, et donc bon, ça c'est simple, mais il faut juste l'avoir partout, tout le temps, et trouver les points pour remplir sa gourde. Et donc ça, il y a des initiatives justement qui référencent. Il y a Oali là qui a fait une carte et qui référence les différents points où on peut remplir sa gourde. Moi, souvent, j'ai aussi un mug en inox, donc réutilisable pour quand je vais prendre un café. Et je fais mes courses en vrac, donc c'est simple, mais c'est pareil, il faut juste prendre l'habitude et donc changer ses habitudes si on a l'habitude d'acheter dans un supermarché classique. Il faut prendre l'habitude quand on va faire les courses d'avoir des sacs en coton pour acheter en vrac. Et finalement, c'est quand même l'usage est quand même plutôt facile. Une fois qu'on a pris l'habitude, c'est assez confortable de pas avoir plein d'emballages plastiques partout chez soi, dans son frigo. Donc c'est des petites choses assez simples. Puis après, dans la salle de bain, il y a plein de choses à faire, mais c'est pareil, c'est savon solide, shampoing solide, dentifrice solide. Enfin, il faut aussi trouver, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui voient le jour sans emballage et ça commence à se démocratiser. Donc c'est un peu dur au début. Il faut s'y mettre, il faut trouver les produits qui nous conviennent le mieux, mais après, on peut plus s'en passer. Je voulais revenir sur le caractère un peu exceptionnel, enfin un peu le caractère exceptionnel du sujet, du projet que vous avez, de l'expédition de manière globale et de tous les autres sujets que tu nous as partagés, l'académie, le village, etc. Quand tu reviens un peu à la base du projet, comment est-ce que tu as fait pour convaincre des personnes de se lancer dans ça? Déjà des personnes, et concrètement après des investisseurs, des gens qui peuvent te suivre, parce que des idées comme ça, il y en a pas tout le temps, j'imagine. Comment tu arrives à passer le pas et donner ces conseils-là aux personnes qui se diraient oui, je pense que pour agir, il faudrait ça. Ah ouais, mais ça paraît trop gros.
du coup j'abandonne. Et quel conseil tu donnerais sur ça? Je crois qu'il y a deux ingrédients. Le premier, c'est la démarche scientifique qui est basée sur une réflexion assez pragmatique et assez cartésienne, basée sur des faits scientifiques, sur des études, en se disant, voilà les chiffres. On parle pas de ramasser du plastique dans l'océan qui représente en termes d'impact moins d'1%. On parle de 80%, donc on parle du gros du problème. Donc on peut vraiment avoir un impact si on agit là, si on agit à terre, si on agit dans les 30 pays les plus touchés. Donc ça, c'est vraiment des faits scientifiques. Du coup, n'importe quel chef d'entreprise ou n'importe quelle personne qui a envie d'agir, quand on a des chiffres clés comme ça et que on se rend compte d'où il faut agir, ça paraît clair que l'action elle est là et donc l'ambition est intéressante. Et donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut que ça soit bien réfléchi, scientifiquement, que ça tienne la route. Et deuxième chose, il faut que l'ambition soit forte. Parce que de dire, on va se concentrer sur les pailles, je sais pas, c'est vrai que c'est une bonne chose, mais l'ambition est faible. Et donc d'arriver avec des grandes ambitions, même si c'est dur à atteindre, c'est important, je trouve, d'avoir de l'ambition et c'est ça qui finalement fédère. Les gens ont besoin de se dire on va vraiment avoir un impact concret, mesurable. C'est pas un projet anecdotique, c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne. Et pour moi, c'est ça qui convainc. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement. Alors après, forcément, l'argent qu'on trouve ou les ressources qu'on trouve, elles sont jamais suffisantes, elles sont jamais assez par rapport à l'ambition qu'on a. Mais plus on a une grande ambition, et plus on va trouver des ressources facilement. Moi, je pense. Après, il faut aller jusqu'au bout et ce qui fait la différence entre un projet qui existe et un projet qui n'existe pas ou qui marche pas, c'est la résilience, la persévérance. Finalement, je crois qu'il y a que ça qui compte. C'est de l'ambition et de la persévérance. Et puis, il faut rien lâcher. Et je crois on a pu faire nos preuves là-dessus parce que le chantier du bateau a été très, très compliqué. Je voulais terminer par les 3 questions de fin de l'épisode, Simon, en commençant par un contenu que tu pourrais nous partager. Alors moi, j'aime bien un livre qui m'avait marqué qui s'appelle Factfulness, qui a été écrit par Hans Rosling et qui vraiment justement essaie de décrire le monde dans lequel on vit pour trancher avec les préjugés qu'on peut avoir, les idées un peu préconçues. Et donc typiquement, lui, il s'est basé sur des chiffres, sur des faits de la Banque mondiale. Ça concerne pas forcément l'écologie, la pollution, ça concerne vraiment le mode de vie, à quoi ressemble le monde dans lequel on vit. Parce qu'en fait, on n'est que 1 milliard de riches à pouvoir avoir de l'eau courante, etc. Donc le monde ne ressemble pas à notre mode de vie, contrairement à ce qu'on croit. Donc il a fait une étude qui est assez incroyable, où il résume ça dans des graphiques, et c'est super intéressant pour bien comprendre l'enjeu mondial, à quoi ressemble le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc c'est super bien fait, c'est bien illustré, et au-delà, il y a tout un site internet qui s'appelle Dollar Street, où on peut voir des photos de familles, donc de la brosse à dents à la porte d'entrée, à la voiture ou au moyen de transport, en fonction du pays et du mode de vie et du niveau de revenu. C'est assez incroyable. Et donc il y a tout un livre qui a été écrit là-dessus et que je conseille. Donc ça, je dirais que c'était ce que j'ai envie de partager. Ok, moi je partagerai bien sûr les liens dans les descriptions. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens? Alors j'ai donné déjà l'action réduction du plastique. C'est des choses qui sont dites et redites. Moi, j'essaye au maximum de consommer le moins de viande possible parce que c'est vrai que ça a un impact direct aussi quand on regarde les chiffres. C'est important de regarder les gros chiffres et de se dire où est-ce qu'on peut avoir l'impact le plus rapide possible. Donc, manger moins de viande, privilégier peut-être la viande blanche et ça permet de réduire aussi énormément l'impact écologique. Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast. Et moi, j'ai envie parce que tu as déjà eu le Low-Tech Lab, donc j'ai envie de te proposer Mathieu Vidvet, que je connais depuis quasiment le début du projet, et qui est on va dire un éco-aventurier,
un sportif qui travaille aussi sur la pollution plastique, mais pas que, et qui a fait plein de défis. Il a commencé par un tour du monde en vélo avec son cousin sur l'économie circulaire. Et là, dernièrement, il a traversé le lac Titicaca au Pérou. Il a descendu la Seine pour suivre le parcours d'un mégot. Et je pense qu'il en est vraiment qu'à ses débuts. Il a vraiment une super personnalité et plein d'idées. Donc, c'est vraiment un mec génial que je te conseille d'inviter. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci pour ces recommandations. Si on souhaite vous retrouver, qu'est-ce qui est le plus facile? On a les réseaux sociaux, forcément. On va mettre en place aussi une plateforme en ligne sur notre site où on va pouvoir suivre le bateau en temps réel, avoir du contenu aussi audio, vidéo, pour pouvoir vraiment vivre l'expérience avec nous pendant ces 3 ans d'expédition. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci pour ton temps, Simon, et à très bientôt. Merci, à très bientôt.